Nadia, bonsoir. Bonsoir, Nadia. Céline, bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Nous allons bien aujourd'hui. Bonsoir. Donc, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour commencer, puisque nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, encore une fois. Encore une fois. Nous sommes tous concernés, rappelons-le, par tous les sujets de l'être humain. Jean-Loup, bonsoir. Comment allez-vous, Jean-Loup? Ça va bien? Alors, Katia, bonsoir. Comment ça va? Donc aujourd'hui, comme nous sommes dans une époque de vacances, je me suis dit, nous allons parler de la santé au travail. Ça paraît contradictoire, mais ne sommes-nous pas des êtres contradictoires? Martine, bonsoir. Comment ça va? Alors, les vacances ont déjà commencé pour beaucoup de monde, mais nous sommes toujours là. Sarah, bonsoir. Nous sommes toujours là. Et alors, nous allons voir. Donc, je vous laisse arriver. Euh, je vous laisse arriver. Donc, la santé au travail, la santé du professionnel. Nous allons voir. Donc, Paola, bonsoir. Geneviève, bonsoir. Toujours au travail, toujours au travail, Martine, bravo. Et François, bonsoir. Toujours au travail. Donc, nous sommes dans notre espace de psychanalyse pour tous, comme vous le savez. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 19 juillet 2022. Bonsoir à Nathalie de Lille. Et je m'appelle Clémence Lenis, je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo, ici à Madrid. Et donc il y a une initiative qui est réalisée de la part de l'école, et c'est de diffuser les découvertes de Freud, de la psychanalyse. Donc c'est ce que nous continuons donc à faire avec cette vidéo d'aujourd'hui sur la santé au travail. Bonsoir, Darzina, bonsoir, Fatima, bonsoir. Donc, je vois que vous m'entendez bien. Vicky, bonsoir. Donc, nous allons commencer donc cette vidéo. Et nous allons commencer par quelque chose qui est très important, par une note de Freud, une note de Sigmund Freud dans le texte Malaise. Dans la civilisation, il y a une note en bas de page où il va nous dire, Racine, Sandra, bonsoir. Donc, en l'absence de dons spéciaux de nature à orienter les intérêts vitaux dans une direction simple, le simple travail professionnel, dans une direction donnée. Bravo Nathalie. Anan, bonsoir. Donc, je disais, en l'absence de dons spéciaux de nature à orienter les intérêts vitaux dans une direction donnée, le simple travail professionnel, tel qu'il est accessible à chacun, par exemple le travail manuel, peut jouer le rôle attribué dans Candide à la culture de notre jardin. Culture que Voltaire nous conseille si sagement. Malaise dans la civilisation, oui Céline. Il ne m'est pas loisible, dans une vue d'ensemble aussi succincte, de m'étendre suffisamment sur la grande valeur du travail au point de vue de l'économie libidinale. Aucune autre technique de conduite vitale n'attache l'individu plus solidement à la réalité. Aucune autre technique que le travail, aucune autre technique de conduite vitale n'attache l'individu plus solidement à la réalité. Alexandra, bonsoir. Ou tout au moins à cette fraction de la réalité que constitue la société et à laquelle une disposition à démontrer l'importance du travail vous incorpore fatalement.
Il va dire la possibilité de transférer les composantes narcissiques, agressives, voire érotiques de la libido dans le travail professionnel et les relations sociales qu'il implique donne à ce dernier une valeur qui ne lui cède en rien à celle que lui confère le fait d'être indispensable à l'individu pour maintenir et justifier son existence au sein de la société. S'il est librement choisi, tout métier devient une source de joie particulière, en tant qu'il permet de tirer profit sur leur forme sublimée de penchants affectifs et d'énergie instinctive évoluée ou renforcée déjà par le facteur constitutionnel. Et malgré tout cela, malgré tous les bienfaits du travail, il dit le travail ne jouit que d'une faible considération dès qu'il s'offre comme moyen de parvenir au bonheur. C'est une voie dans laquelle on est loin de se précipiter avec élan, qui nous entraîne vers d'autres satisfactions. La grande majorité des hommes ne travaillent que sous la contrainte de la nécessité, et de cette aversion naturelle pour le travail naissent les problèmes sociaux les plus ardus. Donc ça, c'est une citation de Freud dans Le malaise dans la civilisation, donc où il nous dit qu'il n'y a rien de plus bénéfique pour l'être humain, pour le psychisme et pour le reste. Plume Violette, bonsoir. Donc j'ai vu qu'il y avait Annick aussi qui était passée, et la scène, et puis ensuite les messages. Pardon, j'ai vu Marie-Laure aussi qui est passée. Donc, que le travail, c'est l'élément le plus bénéfique pour l'être humain. Et donc il nous dit, et cependant, ce qui paraît contradictoire, c'est que justement, l'être humain ne le considère pas comme tel. On n'a pas le choix que de travailler sous la contrainte des fois. Donc, alors, effectivement, c'est complexe. On va voir que c'est complexe. D'un côté, la société nous dit que le travail fatigue, qu'on nous exploite, qu'on nous maltraite, et qu'effectivement, dans de nombreux cas, c'est ainsi. C'est effectivement qu'il y a tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un travail où on va s'épanouir, comme disent les Français. Mais dans de nombreux cas, c'est ainsi. Donc, mais du coup, comme on nous maltraite, comme on nous exploite, comme on nous dit que le travail c'est fatigant, qu'on se fatigue au travail, et comme la Bible nous le dit, non, tu travailleras non à la sueur de ton front. Donc, et on croit que c'est ça le travail, alors que ça c'est les conditions du travail, quelque chose de complètement différent, parce que travailler c'est la seule ou la meilleure manière de satisfaction et de jouissance personnelle qui nous lie à la réalité en participant à la communauté humaine. Donc, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas exclure l'individu du social, parce que sinon, ce ne serait pas un être humain. C'est-à-dire que nous sommes des êtres sociaux, bien évidemment. C'est-à-dire que un sujet seul, une personne seule, ça n'existe pas. C'est impossible. Un sujet isolé, une personne isolée, isolée des autres êtres humains, ça n'existait pas. Ce n'est pas possible. Non ? Mais c'est vrai que nous avons une tendance à imaginer que oui, ça devrait, ce serait bien que ce soit possible, que je puisse faire des choses tout seul. Mais tout seul, donc on a vu, ça n'existe pas dans le sens où aujourd'hui, l'homme est un animal social. Il est un animal social dans le sens où dès la naissance, non, nous sommes arrivés dans un monde où il y avait déjà plein de choses, que nous avons pu disposer de plein de choses réalisées par d'autres êtres humains. Donc, et que nous allons toujours continuer à en avoir besoin. Après, il y a des ermites qui s'en vont, mais ça, ce ne sont plus, on va dire, d'une certaine façon, ce sont des personnes qui s'isolent tellement que s'ils n'ont plus besoin du tout des autres êtres humains, on peut douter de leur humanité. Donc,
on disait un sujet seul n'existe pas. Non. Pourtant, encore une fois, il y a toujours un pourtant on aimerait bien pouvoir faire les choses tout seul. Non. Dans de nombreux cas, par exemple en psychanalyse, il arrive un moment où le patient dit j'aimerais bien arrêter ma psychanalyse et me débrouiller tout seul et ne plus avoir besoin. C'est-à-dire que quand il a l'idée, parce que c'est pas obligatoirement une vérité, l'idée qu'il a besoin de sa séance ou que qu'il a besoin de sa séance, du coup il veut arrêter parce qu'il ne veut plus ne plus dépendre de la psychanalyse. Non. Alors qu'on va voir que nos richesses humaines viennent bien de nos relations sociales. Et nos relations sociales, ce sont toutes les personnes avec lesquelles nous sommes en relation. Et c'est ça qui fait notre richesse. Et au plus nous dépendons de personnes, c'est-à-dire au plus on a besoin, parce qu'on dépend de personnes, au plus, en fait, nous sommes grands, au plus donc nous avons du pouvoir, au plus nous avons d'impact dans la société, au plus nous dépendons des autres. Mais comme il y a toujours en nous, et c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui, cet infantile, ce sujet infantile qui continue à vivre en nous et qui de temps en temps lève la tête en disant « je voudrais bien réussir tout seul, j'aimerais bien y arriver tout seul ». Donc j'aimerais bien y arriver tout seul, vous voyez bien, c'est comme les enfants quand ils commencent à apprendre à faire des choses et qu'ils repoussent l'aide des adultes en disant non, laisse-moi, je vais le faire toute seule. Le travail de l'analysant. Par exemple, c'est aussi un travail, effectivement. Donc il y a le travail du psychanalyste et le travail du patient. Et donc dans les deux cas, il y a un travail qui va se réaliser. Mais nous allons voir, mais ça c'est un travail particulier, c'est pas exactement ce travail-là que nous allons voir aujourd'hui. Hein. Donc, le désir de vouloir tout seul, le désir de ne pas vouloir de ne pas vouloir dépendre des autres, c'est un désir infantile. Parce qu'en fait, quand j'étais vraiment seule, ou quand je me croyais vraiment seule plutôt, eh ben c'était à ce moment, on a besoin d'un management relationnel de qualité pour bien faire fonctionner le triangle psychologique santé. Amen, bonsoir. Donc, la scène vous dit, pour bien faire fonctionner le triangle psychologie, santé, travail et bien optimiser les performances. Michel, bonsoir. Donc, on va dire que quand on parlait de ce sujet qui veut dans le travail, par exemple, on voit quand nous avons des collègues qui préfèrent essayer de faire leur truc tout seul, de pas dépendre des autres, d'arriver à pour avoir la médaille, pour se retrouver avec la médaille tout seul, par exemple. Donc je disais que c'était quelque chose d'infantile et qu'en fait le seul moment où nous avons pu croire que nous étions tout seuls, ben, c'était cette toute première relation avec la fonction mère, avec celle ou celui ou la fonction, c'est la personne qui s'occupait de nous, où au départ l'enfant pensait qu'il était seul avec cette mère, que le monde n'existait pas et qu'il était tout seul, donc avec non, qu'il était qu'une chose, on va dire. Gabriella, bonsoir, Mouloud, bonsoir. Donc on disait que c'était un sentiment infantile, qui avait cette union narcissique. Donc lors de cette union narcissique, Catherine, bonjour, le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il reçoit, bien évidemment, puisqu'il n'a rien encore à donner. Il reçoit, et c'est cette position de bébé, de l'être humain, qui peut se maintenir encore chez l'adulte. Parce que, rappelons-le, rien, non, de ce que nous avons par les choses de notre développement, il y a des choses que certains ont conservées dans leur vie, Luce, bonsoir, dans leur vie d'adulte. C'est-à-dire des choses qui n'ont plus rien à faire là, parce que ce qui appartient à l'enfance doit rester dans l'enfance, donc ça n'a plus rien à faire dans la vie de l'adulte. Mais pourtant, ça continue et on peut le voir donc chez certaines personnes et on le voit aussi dans le travail, dans l'environnement professionnel où il y a des gens qui veulent faire les choses tout seuls et qu'ils veulent en plus qu'on leur donne. Donc, il y a des positions, des gens, des collègues, on va dire, ou nous-mêmes, parfois, où ce qu'on veut, c'est qu'on nous donne, c'est de recevoir, de continuer à recevoir, non, comme quand on était des bébés.
Alors que, donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont constamment, bon, j'exagère, il y a des personnes qui peuvent être dans des positions demandantes, non? Une position demandante, c'est une position infantile, et en fait, dans le travail, on va voir que cette position demandante, vient troubler la relation professionnelle, puisqu'il faut obligatoirement qu'il y ait une partie d'action dans le travail. Il faut qu'il y ait une partie de production, non? C'est-à-dire qu'il faut que je me soumette à une loi de l'articulation professionnelle dans la société ou dans l'espace professionnel dans lequel je travaille, auquel je dois me soumettre et pour pouvoir participer. Fatia, nous gardons tous une partie de notre enfance au fond de nous. Pourquoi au fond? Le problème, c'est que ce n'est pas au fond. C'est-à-dire qu'on continue seulement à la voir. Parce que si c'était au fond, on ne devrait pas la voir. Mais quand on la voit, c'est là où on dit, tiens, cet adulte qui a 42 ans et qui se comporte comme un petit garçon de 6 ans. La personne qui veut faire les tâches seule c'est ce que je dis, oui, Céline, c'est une personne immature. Mais attention, elle est immature, on va pas la cataloguer, ça y est, on lui a mis l'étiquette et elle se promène dans la rue en disant immature. Non, on va dire, à ce moment-là, dans cette action précise, le sujet a une réaction immature. Non, c'est-à-dire qu'on va pas lui mettre une étiquette en disant voilà, c'est une personne immature. Non. Non, personne n'a le droit aux étiquettes, dans le sens où nous avons tous, de temps en temps, une position où on peut faire ce genre de lecture. Donc, c'est-à-dire que pour chaque personne, il va être nécessaire dans ce processus d'humanisation qui va être nécessaire dans la vie de chaque travailleur, ou pour la vie de chaque travailleur, donc dans un processus de construction psychique. On parle de la construction psychique et que la construction psychique, elle se fait en analyse. C'est une production particulière et qui peut se faire qu'en analyse. Que pour avoir des muscles ou pour augmenter notre capacité musculaire, nous devons obligatoirement faire de la gymnastique. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est-à-dire que nous devons activer ces muscles. Et de la même façon, pour avoir une construction psychique, il y a, on va dire, une situation particulière dans une analyse où nous allons construire donc ce psychisme. Nous avons tous droit à l'erreur. Alors, donc on disait que cette position demandante qui réclame, qui continue à vouloir recevoir, qui est une position assez fréquente, elle ne disparaît pas dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a des résidus de l'enfance qui peuvent surgir à un moment donné où on va réclamer qu'on nous donne quelque chose. C'est-à-dire qu'on réclame. Parce que quand nous étions petits, nous avions besoin de ça. Donc, en grandissant, il convient évidemment de transformer cette position de demandant en position où, comme j'ai reçu, comme on va dire, comme un professeur. Un professeur, il a d'abord été un élève. Donc, d'abord, il a appris pour ensuite prendre lui-même son rôle, ou comme les enfants qui ont grandi, jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité de devenir eux-mêmes des parents. C'est-à-dire que ça fait partie de la chaîne humaine dans laquelle nous vivons. Bon, nous sommes tous d'accord. Et ensuite, il y a cette autre chose dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans certaines vidéos, c'est de la dette symbolique. La dette symbolique, cette dette donc dont on a déjà fait référence, c'est-à-dire que nous sommes arrivés dans ce monde où il y avait déjà plein de choses établies. Nous avions même un papa et une maman, tant bien que mal, mais il y a eu quelqu'un qui s'est occupé de nous et que nous avons pu grandir, et qu'en plus, Nassima, bonsoir, et qu'en plus il y avait un tas de services à notre disposition. Parce que nous sommes quand même nés donc au XXe siècle, et au XXe siècle ou au XXIe siècle, et donc nous disposons d'énormément de services qui ont été réalisés par d'autres êtres humains. C'est pas tombé du ciel, non, c'est le résultat d'un travail d'autres êtres humains. Et donc, de notre côté, donc, à nous, maintenant, de décider, bon, après, c'est une décision, évidemment, de chacun, de dire, bon, cette dette symbolique, puisque, bonsoir René, puisqu'il y avait quelque chose quand je suis arrivée, c'est à mon tour aussi
de faire quelque chose pour le futur. Pour le futur, de participer. La position demandante symbolise un trouble mental narcissique. Donc, quand il y a cette position demandante, alors ce n'est pas un trouble, elle montre la position infantile du sujet, hein, la position infantile du sujet. Donc, on parlait de cette dette symbolique, donc, où c'est la décision de chacun d'entre nous de participer, donc, d'une manière ou d'une autre, chacun avec ses valeurs, bien évidemment, dans un travail, dans la création, non, et pour participer à cette création de quelque chose pour le futur. Donc, on n'a pas toujours les bénéfices de notre travail, non, qu'on ne s'est pas rémunéré ou si le travail est rémunéré, mais on n'a pas toujours les bénéfices tout de suite de notre travail, mais les bénéfices vont arriver obligatoirement. Et ce que, donc, on va ressouligner ici, qui est quelque chose qui est très important, c'est, comme nous le dit Freud, donc le travail, c'est ce qui donne à l'être humain le plus de satisfaction. Alors, quand on parle de travail, Amira, bonsoir, Claudette, bonsoir. Donc, quand on parle de travail, bien évidemment, on ne fait pas simplement référence à ce travail rémunéré, donc auquel nous devons participer, puisque nous avons besoin d'un salaire pour vivre, mais appelé à tous les autres travails. Le travail pour s'occuper de sa santé mentale, le travail, non, puisque, en fait, rappelons-le, et c'est très important, la dette symbolique vis-à-vis de nos parents, je n'ai pas compris l'idée de la dette. Non, la dette, non, nos parents, c'est simplement des êtres biologiques, je veux dire, c'est au niveau animal. Après, il y en a certains qui se sont occupés un petit peu de nous, non, qui nous ont donné quelques conditions pour que nous puissions grandir, hein, tant bien que mal. Mais c'est pas là que nous allons payer la dette. Bien évidemment que non. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés dans un monde, il y avait beaucoup plus de choses faites par d'autres êtres humains que par nos parents. Donc, nous allons devoir payer la dette pour les pas en arrière, sinon en avant pour les générations futures, pour celui qui va venir demain. Hein, quand je dis les générations futures, bon, certains d'entre nous auront peut-être la possibilité de faire un travail qui va servir pour les générations de futures, mais il y en a d'autres qui font du travail pour que quelqu'un puisse manger ou que beaucoup de gens puissent manger demain. Non, dans ce sens-là. Donc, mais c'est toujours pour le futur. Et donc, on doit participer à cette création de cette société du futur. Non. Donc, on disait que le travail, c'est ce qui donne le plus de satisfaction pour l'être humain. Et qu'on parlait du travail qui était le travail, par exemple, se psychanalyser, c'est quelque chose qui donne une grande satisfaction aussi. Et bon, après, ça donne une grande satisfaction et ça ne veut pas dire que c'est automatique, ni que c'est constant, qu'il va falloir avoir, bien évidemment, non, des insatisfactions, des troubles, des ceci, des cela. Nous avons une vie d'être humain et nous ne sommes pas des machines, mais que, de façon générale, on peut dire que le travail, c'est la meilleure manière de satisfaire notre pulsion. Hein. Parce que nos pulsions, non, une première caractéristique est mise en évidence par la psychanalyse freudienne, insiste sur la capacité qu'a le travail de nous rendre adultes. Exactement, c'est ce que je viens de lire, Samia. Oui. Donc, que c'est la voie, parce qu'avec le travail, ce qu'on fait, c'est qu'on va sublimer la pulsion. On va canaliser les pulsions. Comment payons-nous cette dette? En travaillant. 2 fois plus, peut-être, ben, si vous voulez, ou 3 fois, ou 4 fois, mais c'est pas question de quantité, non, c'est peut-être une question de qualité aussi. Parce que la qualité dans le travail, on va dire, c'est pas simplement faire un bon travail, sinon c'est de pouvoir jouir de son propre travail, d'avoir une satisfaction avec le travail que nous réalisons, quel que soit le travail. Bon, je sais qu'il y a des situations où c'est très difficile d'avoir de la satisfaction, mais d'essayer de chercher ça. Donc on va dire pourquoi? Parce que c'est la voie, le travail, c'est la voie qui nous permet de sublimer nos pulsions, de canaliser ces pulsions partielles qui sont les pulsions infantiles. Et avec elles, nos tendances agressives, nos tendances hostiles, nos désirs sexuels, la séduction, tout ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir sublimer dans le travail. Donc on ne va pas le voir, sinon c'est une énergie qu'on va utiliser pour produire quelque chose qui n'existait pas avant. Il faut aimer son travail, exactement, ou apprendre à l'aimer.
Donc, et parce que si on n'utilise pas ces pulsions qui sont toujours en train de travailler, qui sont toujours en mouvement, si je les utilise pas dans la sublimation, ben, je vais les utiliser ailleurs, parce que la pulsion, elle peut être réprimée, elle peut se transformer en son contraire, et elle peut se retourner contre le sujet. Donc, si je ne sublime pas ces pulsions par la voie du travail, donc, par la voie du travail, ben, je vais produire une maladie, je vais produire des symptômes, je vais produire des échecs, des insatisfactions, parce que être insatisfait, c'est aussi la production d'un travail. Donc, et par contre, quand elles s'utilisent dans la productivité, quand elles produisent des effets dans la réalité matérielle sociale, hein, c'est-à-dire où nous passons à l'acte de la sublimation. Il y a des gens qui souffrent au travail, j'ai l'impression. Donc, il faudrait voir pourquoi ils souffrent au travail. Non? À chaque fois, il faut se demander, parce qu'il faut savoir que nous avons, non, cette idée sociale qui vient d'Adam et Ève, non, qui vient de la Bible en disant que nous allons construire notre vie à la sueur de notre front. Donc, c'est pour montrer qu'il y a des efforts, que ça va être difficile, etc. Alors que travailler, comme dit Freud, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour l'être humain. Et quand on travaille et qu'on fait effectivement ce qu'on aime, ben c'est quelque chose même qui va nous donner de l'énergie. Quand je reste sans rien faire, je m'angoisse. Eh ben oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc rester sans rien faire, pourquoi? Parce que l'énergie, elle est là, elle flotte et elle sert à rien. Alors bien sûr, du coup, elle sert à quoi? Angoisser. Donc il convient toujours, non, d'être donc en relation avec d'autres, en relation, non, avec d'autres pour mettre en pratique donc cette énergie. Et donc parce que non seulement avec le travail, je vais avoir des bénéfices moi de façon personnelle, sinon que si c'est un travail, obligatoirement il y a d'autres personnes qui vont en bénéficier aussi. Donc, ça va être une double satisfaction, hein, et en plus une certaine générosité. C'est pour ça qu'on dit que travailler, c'est aussi en relation avec l'amour. Que dire des gens qui obligent leurs enfants à exercer des jobs qui ne leur plaisent pas, que l'impact sur eux. Bon, bah ça, ce sont des relations tout à fait particulières, non? Des relations tout à fait particulières. Flore, bonsoir. Et oui, mais des gens ne peuvent se perdre au travail, ce qui aboutit au burn-out. Mais ça, c'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas appris à travailler correctement, Céline. D'accord? Et les parents euh, qui obligent leurs enfants à faire telle ou telle activité, il faut voir pourquoi. Non? Peut-être parce que l'enfant n'a pas de désir particulier, donc les parents vont les aider à essayer de trouver une voie, les aider à s'engager, parce que vous savez que prendre une décision, non? Je me rappelle que à une époque en France, il y avait des centres d'orientation pour aider les enfants à trouver leur voie, parce qu'aujourd'hui, on demande à des jeunes de 13-14 ans de déjà savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, alors que il y a des gens qui vont le décider à 35 ans. Donc, non, parce qu'on ne connaît pas comment je vais savoir ce que je veux faire si je ne sais pas ce qui existe. Donc, laissons, non, que les gens, enfin, que les jeunes apprennent un petit peu par eux-mêmes, non, le monde dans lequel, Marie, bonsoir, le monde dans lequel ils vivent, pour pouvoir après, ensuite, décider. Donc, on va dire, il y a toujours l'orientation, ok, d'accord. Donc, Freud, il dit, le travail, c'est la voie du bonheur. C'est la voie du bonheur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonheur sans travail. Ça n'existe pas, non? Après, il faut voir, non? On va dire, il faut voir ce que ça veut dire le bonheur. Ça, c'est vrai, non? C'est pour ça que quand on a une profession qu'on est en train de réaliser, qu'on est sur un chemin, on va dire, sur une voie, Anne bonsoir, et l'hyperactif qui met plus d'énergie qu'il n'a dans son travail et en refusant le repos. Bon alors, non, que voulez-vous que je vous dise? Non, que c'est pas facile, qu'on pense qu'on sait travailler, mais qu'en fait on sait pas gérer notre énergie, qu'on ne sait pas être en relation avec les autres. La difficulté pour un grand nombre, c'est de faire appel à la créativité. En plus, burn-out, vous dites que l'on n'a pas appris à travailler correctement. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, savoir que, par exemple, hola Sandra, un saludo. Le travail, c'est la santé. Nadia, très bien. Une bonne question, c'est quoi le bonheur? Monique, comment sublimer ces pulsions une fois que nous ne sommes plus dans le monde du travail, à savoir être à la retraite? Ben, continuer, Monique, à avoir des activités. Ne pas être dans le monde du travail, c'est continuer ou trouver de nouvelles activités, ou rémunérer ou pas rémunérer, ou trouver des choses à faire. Il faut trouver et des choses à faire avec d'autres. Parce que ce qui va être important, c'est des choses à faire avec d'autres. Donc là, on avait aussi donc le bonheur. C'est quoi le bonheur? Il y avait une question avant, René, il avait dit quelque chose. Alors attendez, si ça vient pas. Ah oui, apprendre à travailler. Bah, apprendre à travailler pour éviter le burn-out, parce que le burn-out, c'est de l'anxiété. C'est-à-dire, et c'est ce qui se passe beaucoup dans les sociétés, dans les entreprises, parce que les sociétés, elles planifient tout. Elles veulent savoir, voilà, nous avons un budget, avec ce budget de cette année, nous allons faire ça, et il va se passer ça, et alors on dirait des voyants. Ils vont tout prévoir, alors que c'est quelque chose de la même façon que nous ne savons pas ce que nous allons vivre demain, de la même façon, nous ne savons pas ce qui va se passer, et en plus, il ne nous convient pas de faire trop de calculs, c'est-à-dire que nous savons que nous allons dans cette direction, nous savons ce que nous voulons de notre vie, nous allons dans cette direction, et nous allons devoir apprendre à tolérer l'incertitude. D'accord? C'est-à-dire que apprendre à tolérer l'incertitude, c'est aussi apprendre à travailler. Parce que vouloir à tout prix savoir ce qui va se passer demain, c'est voué à l'échec. À l'échec dans le sens où c'est ce qui va produire de l'angoisse et de l'anxiété. Parce que le travail est un champ de créativité, purification de l'âme, c'est du catharsis. Non, je sais pas. Non, parce que nous sommes en relation. C'est pas exactement le champ de la créativité, parce que le champ de la créativité, c'est quelque chose de particulier. Dans le travail, quand on parle du travail avec les autres, du travail rémunéré, du travail social, on va dire, c'est dans le sens où nous travaillons avec d'autres pour avoir quelque chose de précis, peut aider à mieux gérer son énergie au travail. Bien évidemment, Céline. D'accord? C'est-à-dire que, tandis que dans la créativité, on va dire dans la création, parce que la créativité, effectivement, elle devrait être un petit peu partout dans notre vie, de la même façon que moi ici, je suis dans la créativité, dans le sens où je fais de l'improvisation. Non, j'ai quelques notes comme référence, mais ensuite, je fais de l'improvisation, de vouloir et d'avoir tout préparé, de me dire ça doit faire ceci, je dois dire cela, je ne dois pas dire de bêtises. Bah, du coup, je vais donner bien évidemment non, une vidéo qui va avoir un contenu complètement différent que cette possibilité ici que je me donne avec vous de pouvoir partager et d'improviser, c'est-à-dire de suivre un petit peu le rythme de vos questions et le rythme des idées qui se présentent. Donc, face à l'anxiété, c'est le résultat de la non-tolérance de l'incertitude. C'est-à-dire que les parents choisissent parfois le travail qu'ils auraient voulu faire à travers leurs enfants. Effectivement, Alessandra. C'est une possibilité. Non, mais très souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est les enfants qui choisissent la profession de leurs parents. Parce qu'en fait, les êtres humains, comme ils désirent des désirs, ben, ils désirent ce qu'ils ont vu. Comme maman aimait bien son travail, comme papa aimait bien son travail, ben, du coup, ils ont désiré ce qu'ils ont vu que l'autre aimait, non? Vous voulez dire du bien-être. Le champ. Ah. Donc, parce que le bonheur, ce n'est pas du bien-être. Non, le bonheur, ce n'est pas du bien-être. Parce que le bonheur, c'est plus en relation avec la satisfaction, c'est-à-dire d'être content de la vie que. Être heureux, c'est être content de la vie que nous sommes en train de faire, de la vie que nous avons. C'est pour ça qu'on n'est pas. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose, non. Les Français, ils ont de nombreuses chansons en disant que le bonheur, non, c'est quelque chose qui passe et qui dure très peu de temps. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le bonheur, ça peut s'installer dans notre vie comme quelque chose je vais pas dire pour toujours, mais c'est quelque chose qui est le résultat du travail que je fais. Donc, si je travaille pour avoir certaines satisfactions, ben bien sûr que je suis heureuse dans ma vie, je suis heureuse des différentes choses que je fais et qui m'apportent de nombreuses satisfactions. Comment je ne veux pas être heureuse? Bien sûr qu'évidemment, je peux être heureuse et que chacun a la possibilité
d'être heureux. Après, il y a des moments uniques, des moments de partage, des moments de rencontre, particuliers, non? Anxiété, insécurité. Toute la difficulté, c'est de trouver un équilibre. Non, il ne s'agit pas parce que c'est pas une insécurité. C'est accepter de ne pas savoir. Accepter je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je ne sais pas si j'ai un rendez-vous, si ça va bien se passer ou si ça va pas bien se passer. Et je ne sais pas tant que je ne vais pas le vivre. Mais vous voyez que toute la société dans laquelle nous vivons, elle cherche, non, à préparons l'entretien, préparons ceci, préparons cela. Donc on se l'apprend par cœur et puis après on devient comme des machines. Non, ce qu'il faut, c'est continuer bien évidemment à se former pour devenir des personnes intelligentes, sociables, non, sans trop de difficultés avec nos relations sociales, en ayant non, une acceptation sur les différences, en pouvant éloigner donc tous ces résidus de l'enfance qui continuent à vivre en nous pour pouvoir tolérer donc cette incertitude, c'est le fait que je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne sais pas ce qui va se passer, ce n'est pas obligatoirement une insécurité. Pourquoi? Parce que insécurité, ça veut dire je devrais le savoir. Mais je ne peux pas le savoir. Ce qui va se passer demain, je ne peux pas. C'est une impossibilité de l'être humain. À chaque fois que l'être humain veut quelque chose qui est impossible pour lui, il tombe malade. Il tombe malade. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont impossibles à l'être humain. Alors, vouloir à tout prix savoir ce qui va se passer demain, ça me rend malade. Donc, je suis anxieux, j'ai des palpitations, j'ai tout type de symptômes. Pourquoi? Parce que je veux savoir à tout prix ce qui va se passer demain, comment ça va se passer, mes vacances, à quel endroit on va aller, bon, tout ça, je dois supporter les surprises. Les surprises, que demain, c'est un jour de surprise, mais aussi le travail et l'énergie nous permet de vivre comme on veut. Pour accepter l'inconnu, il faut avoir confiance en sa capacité à affronter les aléas, non? Je vois bien que la santé travail a pris une dimension financière. Donc effectivement, pour accepter l'inconnu, non? Insécurité, c'est un désir de maîtrise. Donc c'est quelque chose, non, qui est impossible, impossible. Donc ça c'est intéressant, non? C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance, que nous avons des réponses pour demain, que nous avons des éléments pour faire face effectivement, comme dit Jessica, aux aléas de demain. Et donc pour ça il faut se former, pour ça il faut se psychanalyser. Pourquoi? Parce que la psychanalyse c'est un élément qui va me permettre de modifier certaines idées que j'ai de moi-même. Donc de moi-même qui sont très souvent erronées. Parce que tous les êtres humains, ou pratiquement tous les êtres humains, nous avons énormément de valeurs. Alors, toutes les personnes qui pensent qu'ils n'ont pas de valeur ou que non, c'est parce que ils ont ces petits restes de l'enfance qui continuent à avoir trop d'importance chez l'adulte, non? Chez l'adulte. Donc, il y a des personnes droguées au travail aussi et qui refusent presque de dormir, mariant leur santé. Ben oui, parce que, Alessandra, la vie, quand on ne travaille pas, pour de nombreuses personnes, la vie des oisives, la vie des loisirs, on va dire, ben, très souvent, c'est pas très intéressant. Parce qu'on va voir que quand on dit que le travail, c'est quelque chose qui donne énormément de satisfaction, parce qu'on produit quelque chose, on aura un nouveau rendez-vous pour demain, on va produire quelque chose. Donc le travail, ça devient réellement quelque chose de très intéressant. Les personnes qui sont droguées au travail, ce sont des drogués, Alessandra. Donc si demain on leur enlève leur travail, ils vont droguer avec autre chose. Parce que vouloir mettant en péril leur santé, donc ça c'est un autre problème, parce qu'une personne qui met en péril sa santé, que ce soit avec quel que soit le moyen qu'il utilise, donc c'est une personne qui c'est un symptôme, on va dire, non? Mettre en péril sa santé, c'est quelque chose c'est un petit suicide, non? C'est le début, on va dire, quand on va voir. De la même façon qu'une maladie, un cancer, c'est la production, non, c'est aussi le résultat d'un travail. Ça tombe pas du ciel, un cancer, c'est le résultat d'un travail.
Non, c'est là où commence le péril des idées, ou notre manière de penser les choses, non? C'est-à-dire que nous avons, si nous pensons que le travail c'est quelque chose qui fatigue, que c'est le travail, je vais travailler, entrer dans les pieds, ben évidemment, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut transformer. Ou transformer le travail, ou se transformer soi face au travail que nous devons réaliser. Mhm. Donc, on disait que tout dans l'être humain est le résultat d'un travail, non? Donc, même les loisirs, il faut les organiser. Là, on part en vacances, on va devoir organiser qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, où est-ce qu'on va dormir, c'est tout un travail, non? Et que, en général, quand on va utiliser donc un certain temps à ne rien produire, non, ce qu'on appelle la farniente, on travaille pour répondre aux exigences de la vie moderne et qu'on n'a pas choisi. Pas obligatoirement, Samy. On travaille parce que c'est un don pour l'homme. L'être humain, il a ce don, la possibilité de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire la possibilité de travailler? Ça veut dire la possibilité de transformer. Regardez la planète, tout ce qu'on a fait. Après, on va dire on a fait beaucoup de conneries, d'accord. Mais on a fait plein de choses. L'être humain, il a travaillé. C'est impressionnant tout ce qu'on a fait. Et c'est par notre travail, par notre constance, par notre travail d'une génération à une autre. Après, que tout n'est pas parfait, bien évidemment. Bien évidemment, non? Travail, argent en psychanalyse. Bon, bah ça c'est un autre sujet, non? Donc, c'est-à-dire que dans le travail, non seulement nous pouvons obtenir du bonheur, des satisfactions, la sublimation des pulsions, mais ce qui va rentrer en jeu et qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir cette rencontre avec les autres. Cette rencontre si quotidienne, non, que nous vivons donc tous les jours, cette rencontre avec les autres. Cette productivité augmente l'estime de soi. Très bien, Fatia. Effectivement. Donc travailler, participer à une équipe, c'est quelque chose qui va. Et si on a des difficultés dans le travail, il faut absolument se psychanalyser parce que c'est le travail, c'est l'instrument du bonheur, on va dire. C'est l'instrument pour réussir à avoir des satisfactions. Si je souffre dans le travail, je dois me psychanalyser. Après, on va dire la même chose. Si je souffre dans ma relation amoureuse, je dois me psychanalyser. Donc, je veux dire qu'il y a des choses où on ne doit pas souffrir. On ne doit pas souffrir dans le travail, on ne doit pas souffrir en amour. Donc, à chaque fois qu'il y a ces choses qui se produisent, c'est quelque chose de ma position qui n'est pas correcte. Ce n'est pas normal de souffrir en amour. Ce n'est pas normal de souffrir dans le travail. Donc, la rencontre avec les autres, effectivement, a ses aléas. On va l'appeler comme ça. Ces aléas, que c'est très joli, non? On dirait une fleur. Donc la rencontre avec les autres, c'est toujours quelque chose qui va provoquer chez l'être humain, et ça, il faut le savoir. Et pour chacun d'entre nous, la rencontre avec l'autre produit une agressivité inconsciente. Parce que l'autre, il vient, premièrement, il me rappelle, hein, c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent vivre tout seuls, isolés, en ermite, parce que l'autre, la première chose qu'il me rappelle, c'est que je suis un être humain et que je vais mourir. De façon inconsciente, tout de suite ce que je vois de l'autre, c'est non? Quand je vois pas beaucoup de monde. Après, ceux qui sont entourés de personnes, non pas obligatoirement, mais il y a déjà cette réaction, et après l'agressivité, parce que l'autre, il est différent. Et il arrive, regarde la tête qu'il fait, oh, il a une sale tête, tout cela, et donc, à chaque fois, la réaction avec l'autre, c'est un petit obstacle. Même, même quand on a l'impression qu'on s'entend bien. On s'entend super bien, on a une super... Mais quelque part, il y a une... Comment se positionnent les personnes qui n'ont jamais travaillé? Ben, il faut qu'ils apprennent, Marie. Non, il faut apprendre à travailler. Et pour apprendre à travailler, il faut commencer à travailler. Il n'y a pas de... Non, c'est dans la pratique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font beaucoup d'études, mais une fois qu'ils arrivent dans l'entreprise, il faut voir comment ils vont organiser leurs relations sociales, comment ils vont organiser leur énergie, comment leur position infantile dans le travail. Non, le travail rend l'homme vertueux, exactement, Maria. Non, donc je vous en prie, Samy. Non, c'est-à-dire que c'est quelque chose où les jeunes, donc on dit, ils doivent faire des stages, ils doivent faire des stages, et puis en plus pour avoir un tuteur de stage pour quelqu'un qui va les aider à quoi? À apprendre à travailler. Mais pour pouvoir enseigner à travailler, ben, il faut déjà avoir appris quelque chose. Parce que des fois, on a des personnes qui ne savent pas travailler. Non? Donc, et on les met comme responsables pour former les autres. Donc, c'est un petit peu difficile. Non? Donc,
former un travailleur, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et en plus, c'est quelque chose, après, le travailleur, quand il apprend réellement à travailler, c'est-à-dire être en relation avec les autres, à accepter les phrases des autres, à ne pas se disputer avec les phrases des autres, la souffrance au travail, ça existe aussi. Il y a de plus en plus d'associations pour ça. Donc, mais il faut voir si la souffrance au travail, Alexandra, c'est en relation avec le travail ou c'est en relation avec le sujet. Parce que si on va lire, non, je me rappelle plus dans quelle société en France où il y a eu comme ça de nombreux suicides donc on a dit attention, ça c'est l'entreprise. Hein, on a dit tiens, ce n'est plus le sujet parce qu'il y en a eu plusieurs, donc on a commencé à regarder l'entreprise, non? Donc le travailler inclut les formations aussi d'une certaine façon, mais la psychanalyse c'est un instrument aussi pour apprendre à travailler. Parce qu'il n'y a pas d'école pour apprendre à travailler aujourd'hui. Ça n'existe pas de la même façon qu'il n'y a pas d'école pour apprendre à vivre en couple. Non, tout ça, ce sont des choses qui n'existent pas. Mais la psychanalyse est un instrument qui va nous permettre et qui va nous aider à apprendre. Parce qu'en fait, c'est nous, non? C'est celui qui apprend qui doit, non? C'était chez Orange, par exemple. Enfin, peu importe l'entreprise, c'est pas pour critiquer l'entreprise, sinon que si il y a tous les gens qui sortent dans la rue, qui manifestent et qui disent qu'ils ne sont pas contents dans cette entreprise, c'est l'entreprise qui a un problème. Mais quand c'est un sujet qui souffre, un autre sujet qui souffre, voilà, c'est non, quelque chose qui est en relation donc avec le sujet, c'est le sujet qui est impliqué, c'est non, ses difficultés face à la situation qu'il est en train de vivre. Non, donc, parce que la rencontre avec l'autre, ça peut nous donner énormément de joie, mais aussi ça peut provoquer donc des difficultés, de l'antigène, anticorps, non, qui a comme quelque chose, non, que c'était qui? C'était Schopenhauer qui faisait référence à ces hérissons, non? Qu'on veut être ensemble, mais quand on est trop ensemble, eh ben on se pique, donc il faut réussir à garder la bonne distance, non? Que nous sommes en fait des porcs-épics pour les autres, on va dire. Hein, non, et après, la difficulté, bien évidemment, d'être avec nos collègues de travail qui, certains se permettent de critiquer notre travail, il y en a d'autres qui sont toujours pareils, qui disent «Ah oui, c'est vachement bien ce que tu fais, ah bah oui, c'est vachement bien ce que tu fais, ah bah oui, c'est vachement bien ce que tu fais». Je veux dire que peu importe, Ouda, le travail affecte notre santé mentale et apporte de la stabilité. Donc à chaque fois, le travail, il va apporter des choses différentes, non? Parce que une stabilité économique, peut-être, non? Mais affecte notre santé mentale, c'est-à-dire nous donne des satisfactions, non? Nous permet de sublimer ces tendances agressives, par exemple, que nous pourrions l'utiliser dans notre vie quotidienne de façon inadéquate, et dans le travail, je peux les utiliser pour faire autre chose. Alors, la scène dit, si vous me le permettez, comment Clémence peut-on se comporter au travail avec une mentalité, sinon en faire un grand écart de niveau scolaire? Vous connaissez bien les organisations, il y a amalgame de culture et de diplôme. Ça devient des relations super intéressantes, la scène. C'est-à-dire que je ne veux pas toujours me retrouver face à mon propre miroir, à des gens qui ont fait les mêmes études que moi, qui ont le même âge que moi, qui vivent les mêmes choses. Non, sinon avec, donc, et à apprendre de ça, parce qu'une personne cultivée, c'est principalement une personne qui va pouvoir parler, non, de manière différente avec différents types de personnes. Hein. Pourquoi chez certaines personnes il y a une peur de l'engagement et un stage serait plus commode avec un statut d'apprenti stagiaire et une date de fin? Ah, bon, la peur de l'engagement, non. Pour les jeunes, beaucoup de rivalité entre les collègues parfois, exactement, Alessandra. Ben, l'engagement, vous savez, les jeunes, ils commencent et puis ils disent, ouf, je commence et c'est pour toute ma vie. Donc, non, c'est toute ma vie au travail. Et puis vous savez que le travail, ben c'est pas bien vu, quoi. Non, travailler. Donc c'est pour ça que il y a aussi quand on voit qu'il y a certains enfants qui ont eu la possibilité d'avoir des parents qui étaient travailleurs, qui ont d'une certaine bénisse bonsoir, d'une certaine manière montré l'exemple. Non, montrer l'exemple. Alors si vous voyez que papa, maman, ils allaient travailler, ils revenaient, ils traînaient les pieds, ils critiquaient leur travail, ils critiquaient les collègues, ils critiquaient tout le monde, ils voulaient pas y aller, etc. Ben, c'est différent à une personne qui a eu des parents qui, justement, étaient très satisfaits, très contents de leur activité professionnelle. La position des uns et des autres face au travail compte beaucoup. J'ai des contacts dans le recrutement et depuis le Covid, les candidats sont de plus en plus exigeants et ce sont les entreprises qui doivent s'adapter à leurs critères. Ben, ça, c'est une bonne chose. S'ils s'adaptent, bonsoir. Que dire des managers qui infantilisent et empêchent les collaborateurs d'être autonomes? Que voulez-vous dire? Non, il faut qu'ils apprennent eux aussi à travailler. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne veulent pas
qui ne savent pas travailler, non, qui veulent avoir, parce que faire travailler les enfants, c'est assez difficile, hein. Donc infantiliser tout le monde. Donc bonsoir Samir, Ismar, bonsoir. Donc non, justement, nous devons produire des adultes dans une équipe, non? On dit le leader de l'équipe, le chef d'équipe, ben, c'est celui qui doit aider les autres justement à réaliser le travail, à participer à cette activité et en plus le travail en équipe, non? Dans certains endroits comme ça où les personnes ont réussi dans une équipe d'investigation, une équipe dans un laboratoire, etc., où on voit qu'il y a des gens comme ça qui ont réussi, s'entendent bien, ils travaillent dans la même direction, et que c'est quelque chose, c'est fantastique. Ils n'ont jamais vécu d'expérience aussi merveilleuse que ce genre d'expérience quand on a l'occasion de faire un travail. Alors c'est pour un travail particulier, où on va tous travailler dans la même direction, où en général les gens ne se marchent pas trop les pieds les uns sur les autres. Donc ça c'est quelque chose qui est super bénéfique, où tout le monde est vraiment très content des bénéfices qu'il peut avoir avec le travail. Mais bien évidemment, nous avons tous ces sentiments qui vont intervenir, parce que dans notre activité, il y a une chose aussi quand on parle de ces petits restes de le travail collectif, exactement Paola. Donc de ces restes de l'enfance, il y a le narcissisme, parce que le narcissisme, donc c'est une particularité, non, très infantile, qui ne va jamais disparaître, non, qui continue à être dans chacun de nous et qui est nécessaire. Mais l'excès de narcissisme, alors on va dire que l'excès de narcissisme, en fait, c'est comme un excès d'infantilisme qu'il y a chez certaines personnes, et qui vont bien sûr faire obstacle au développement de l'activité. C'est-à-dire que quand je veux imposer mes idées, quand je pense que c'est moi qui travaille le mieux dans l'entreprise, et puis qui pense que depuis que je suis dans l'entreprise, ben alors les choses vont bien mieux, etc. Et ce qu'on va voir, c'est que ce sont des idées. Alors il y a des gens qui sont exagérés, qui vont réellement montrer ça, donc on va dire c'est un peu exagéré, mais il y a d'autres personnes, en fait nous sommes tous comme ça. Nous sommes tous comme ça, que nous pensons que nos idées qu'on va proposer, c'est les meilleures, que on a mal quand il y a quelqu'un qui refuse nos idées, ça fait mal à notre narcissisme, donc, et que nous pensons que nos idées sont les meilleures, que ce que nous allons faire, ce que nous avons fait, non, c'était plus bénéfique que ce que le voisin a fait. Avoir santé-travail, c'est ne pas confondre ce qui est professionnel de ce qui est personnel. C'est ça le malheur que je vois quotidiennement. Et non, parce que la santé c'est une chose, on va dire, et le travail c'est une autre, non? C'est la toute-puissance infantile, exactement, non? Et moi je doute souvent, donc ça c'est une autre chose, non? C'est une autre chose. Rekia, bonsoir. Non, mais là, ici, ce que nous, on veut voir un petit peu, mais comment agir face à son chef hiérarchique qui ne respecte pas les salaires avec qui il travaille. Donc ça, Mais après, on va dire, Isma, l'excès du narcissisme, c'est la perversion narcissique. Bon, voilà, je sais qu'en français, vous parlez beaucoup de pervers narcissique, je sais pas trop ce que c'est, mais l'excès de narcissisme, qui est chez tout le monde, attention, nous sommes tous trop narcissiques, on doit ça déjà le prendre, nous sommes pratiquement tous trop narcissiques, est imposé par la vie moderne, mais m'empêche de vivre ma vie. Bon, alors ça, il faut changer les idées, Samy, parce que le travail n'est pas imposé par la vie moderne. L'homme a toujours travaillé, a toujours travaillé. Vous n'avez pas lu Vendredi ou les lames du Pacifique de Michel Tournier? C'est un livre qui est très intéressant pour voir toutes les réflexions que se fait son Robinson qui arrive et qui va tenir son journal intime dans son île, dans son île déserte. Et c'est très intéressant toutes les réflexions qu'il va faire. Donc, au niveau justement du travail, au niveau de l'argent, au niveau des autres, etc. C'est un livre qui est très intéressant. Donc, comme quoi, lui, il se retrouve sur son île déserte et c'est là, non, Vendredi ou les limbes du Pacifique, je crois que c'est. Et parce que je crois qu'il y en a deux, voilà, je crois. Et mais ce qui est intéressant, c'est que justement, il a dû l'éloigner de tout ce qu'il avait pour qu'il se rende enfin compte de ce qu'il avait. Vous voyez comment est l'être humain. Donc il doit tout perdre pour enfin se rendre compte que ce qu'il avait, bah, c'était super bien.
non? Et ça, c'est une chose de l'être humain. C'est quel livre? Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier. Donc, je disais, et que le narcissisme en général, donc que nous avons tous, non, et qui va faire obstacle au bon développement du travail, parce que comme je disais, personne n'aime bien qu'on vienne le critiquer, personne, personne. Et ça, c'est quelque chose du narcissisme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous critiquent pour critiquer, donc cela on ne devrait même pas les écouter. Et après, il y a d'autres gens qui viennent faire des interventions qui peuvent être intéressantes pour le développement du travail, non? Bien sûr, alors, laisser les choses faire pour demain, non, ça c'est quelque chose, mais c'est pas que c'est négatif pour le travail ou pour la santé au travail, sinon que c'est négatif pour le sujet. Non, pourquoi? Parce que quelqu'un qui laisse les choses, non, à faire au dernier moment, on le fera demain, etc. C'est un immortel. C'est quelqu'un qui vit comme un immortel, donc obligatoirement il n'y aura pas simplement cette manifestation, mais il devra en avoir d'autres. D'accord? Donc, l'excès de narcissisme, c'est quelque chose, la vie sauvage, c'est la version édulcorée pour enfants, il me semble. Ah, peut-être. Ça, je ne sais pas. C'est pour ça que c'est vendredi ou les lames du Pacifique. Et c'est un livre assez intéressant. C'est toujours mieux là où nous ne le sommes pas. Exactement. Mais pourtant, là, non, c'est là où nous ne le sommes pas. Mais là aussi, il y a des gens qui pensent la même chose en pensant que s'ils étaient à notre place, ce serait mieux pour eux. Donc, vous voyez, c'est tout un apprentissage. Non? Pouvoir jouir de notre vie présente, c'est tout un apprentissage. Bon, messieurs, dames, mes chers amis, vous savez que vous pouvez partager donc cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux. Je vais continuer à travailler donc pendant tout l'été. Donc je suis à votre disposition. Que comme j'avais fait souligner la fois dernière, la psychanalyse en ligne, c'est quelque chose de tout à fait efficace et de très pratique. Et donc vous pouvez utiliser les services. Donc on se retrouve mardi prochain dans Psychanalyse pour tous avec un nouveau sujet, mais je ne sais pas encore lequel, mais nous le découvrirons très prochainement. Donc, bonne continuation à tous. Donc, vous savez, nous avons tous Internet et le téléphone. Donc, même si on est en vacances, on peut continuer quand même à être là. On peut aussi prendre des vacances et dire, je prends des vacances et j'arrête tout. On fait une pause et on coupe. Non, parce que les vacances, en fait, c'est arrêter certaines activités pour en faire d'autres. Pour en faire d'autres. Donc, non, merci beaucoup pour votre vivacité au travail chaque mardi. Nadine, merci Clémence, à mardi prochain. Et merci beaucoup, vous êtes une chef. Cordialement, Céline, tous mes respects, Samy. Merci beaucoup, bonsoir. Donc, merci pour votre participation, votre enthousiasme. Et donc, on se retrouve, bonne fin de soirée Geneviève, et on se retrouve mardi prochain, donc à la même heure, au même endroit. D'accord? Bonne continuation, donc, et à mardi prochain. Au revoir Simona. Allez, au revoir Claudette. Au revoir, au revoir. Ciao. Au revoir Pascal. Merci à vous.